Chers auditeurs, vous êtes sur Fréquence Orage d'Acier, l'émission web de la Révolution conservatrice. Je reçois ce soir Julien Langella. Bonsoir à tous. Qui est l'auteur d'un ouvrage, La jeunesse au pouvoir. C'est un titre qui peut paraître assez déroutant au premier abord quand on voit l'état de la classe politique actuelle et l'état apparent de dépolitisation de la société. Avant d'aborder directement l'ouvrage, Julien, est-ce que vous pourriez vous présenter pour les auditeurs ? D'où parlez-vous, Julien ? Alors, j'ai 28 ans, j'ai découvert l'engagement politique à l'occasion du contrat première embauche en 2006, où j'étais confronté avec mes camarades, quelques bandes de gauchistes qui bloquaient mon lycée, la fac de ma ville. Et donc, ma première rencontre avec l'engagement politique, c'était la volonté de débloquer ces lycées et ces facs. Ensuite, j'ai rencontré l'Action française, j'ai été formé à l'école de Charles Maurras, j'ai ensuite rejoint les Identitaires, puis Génération Identitaire, dont j'ai été l'un des responsables la première année. Et j'ai ensuite rejoint Academia Christiana, qui est une association de formation spirituelle, philosophique et politique, qui organise son université d'été chaque 3e semaine du mois d'août en Normandie. Merci Julien, vous êtes donc un militant, vous faites une partie de l'autre jeunesse qui n'est pas cette jeunesse dépolitisée, et cette jeunesse apathique, pourrons-nous même dire. Votre ouvrage, La jeunesse au pouvoir, fait un constat qui n'est pas si noir que ce qu'on pourrait croire. Alors, en effet, je crois que la jeunesse réelle, parce que je crois vraiment que de la même manière qu'on peut faire une distinction avec Charles Maurras entre le pays réel et le pays légal, je crois qu'il y a une jeunesse réelle et une jeunesse légale. C'est-à-dire que dans les médias, on ne parle de la jeunesse qu'à travers les grilles sociologiques de la délinquance, de la drogue, des agressions, etc. Et donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à chaque fois que le vocable jeune est utilisé dans les médias, on parle de qui ? Concrètement, des jeunes d'origine immigrée, de la racaille. Alors que moi, j'ai voulu parler d'une jeunesse française oubliée, d'une génération sacrifiée par l'orgueil et l'égoïsme jouisseur d'une partie notable de ses parents, la génération 68, la génération jouir sans entrave, qui a produit la génération produire, consommer, vendre sans entrave, puisque entre la génération libertaire de mai 68 et la société libérale de consommation, la société productiviste actuelle, la filiation est évidente. On voit la reconversion de tous ces gens-là dans la banque, dans la finance, à la tête de grands groupes de médias, etc. Et donc cette jeunesse a été sacrifiée sur l'autel de l'émancipation, de la libéralisation des mœurs, il y a 50 ans. Et je crois que de plus en plus, elle est en train de se réveiller parce que c'est une génération qui manque de repères, de racines, qui manque de sens. Elle est à la recherche de sens. Et face à toutes les offensives qui sont déclenchées à son encontre, que ce soit la théorie du gender, l'apologie permanente du métissage à l'école, le nivellement du niveau par le bas, etc., la répression policière, on l'a vu à l'occasion de la manif pour tous. Malgré tout, il y a un réveil, il y a une vague identitaire qui traverse la jeunesse, on le voit avec le succès du vote Front National au sein de la jeunesse, et le succès des formations identitaires et populistes dans toute l'Europe au sein de la jeunesse. On le voit aussi dans plein d'autres domaines. Quand on fait un peu de sociologie, on se rend compte que le regard sur l'amour, sur le mariage, sur l'autorité, sur le rapport aux enfants, au foyer, a changé chez les jeunes. Les jeunes ne voient plus le mariage comme une contrainte héritée d'un ordre moral patriarcal, mais comme une opportunité de s'épanouir, j'allais dire de devenir adulte. Évidemment, le mariage n'est pas cela, mais on est passé du mariage conçu comme une contrainte à quelque chose conçu comme un signe d'amour. Donc je pense quand même qu'il y a un progrès. Il y a un progrès évident par rapport à nos parents. Il faut quand même savoir qu'il y avait quelque chose comme 30 000 divorces qui ont été prononcés en 1968. Il y en a eu en 2011, 133 000. Il y a environ 360 divorces qui sont prononcés chaque jour. Donc parce que nous sommes les enfants de la crise, donc entre autres la crise de la famille, nous aspirons à des repères, des stabilités, à retrouver des verticalités qui structurent la personne humaine et qui permettent à un enfant de devenir un homme. Ce que vous disiez sur la jeunesse réelle me fait un peu penser à l'étude de Christophe Guilluy, La France périphérique, qui peut recouper d'une certaine manière cette distinction, alors qu'il faudrait revoir, je pense. La distinction entre pays réel et pays légal n'est pas exactement celle dont parlait Charles Maurras. Donc Christophe Guilluy parle de la France périphérique et donc de toute cette population qui n'habite pas dans les grandes métropoles et qui est un peu l'oublié de la politique.
Est-ce que d'après vous, on retrouve cette jeunesse dans cette France périphérique? Alors oui, bien sûr, on retrouve cette jeunesse-là dans la France périphérique. Alors j'avoue que j'ai pas lu exactement toutes les œuvres de Christophe Guilluy, et notamment la dernière dans le détail, donc après je connais les grandes lignes de sa pensée par ses interviews et autres. Je crois qu'il y a une jeunesse française de souche abandonnée dans les banlieues, abandonnée dans les zones périurbaines, confrontée à l'immigration-invasion, c'est-à-dire confrontée à la violence quotidienne, à la délinquance, au racisme anti-blanc. Donc une jeunesse qui de plus en plus fuit les quartiers, en tout cas quand elle le peut financièrement, parce que c'est pas toujours une possibilité. Il y a ce que les anglo-saxons appellent le white flight, l'envol des blancs, une sorte d'exode ethnique. Les Français de souche quittent ces quartiers complètement occupés, oui, il faut dire le mot, qui prennent une tournure islamo-mafieuse, autant de nouveaux Kosovo prêts à exploser sous notre nez. Et donc la jeunesse française est évidemment martyre de cette situation, comme les générations plus âgées. Mais les jeunes vivent quelque chose de particulièrement grave, c'est qu'ils peuvent rencontrer une violence extrême et potentiellement la mort, que ce soit au lycée, en boîte de nuit, parce qu'ils sont confrontés à une délinquance qui n'était pas celle qu'ont connue nos parents. Nos parents ont connu la délinquance et l'insécurité. Nous, on connaît le racisme anti-blanc, on connaît une sorte de barbarie, c'est-à-dire que il y a plein de faits divers, je ne vais pas les citer, ils sont tous plus affreux les uns que les autres, mais depuis 10 ans, il y a de plus en plus de faits divers, des jeunes qui meurent pour un regard mal interprété, une cigarette refusée, c'est vraiment de la prédation, c'est pas seulement une dimension économique. Et quand vous entendez des journalistes, des sociologues marxistes et autres vous expliquer que non, mais en fait c'est pas du racisme anti-blanc, c'est que les jeunes d'origine immigrée qui attaquent des jeunes français de souche le font parce que les blancs sont assimilés à l'argent, à la richesse, et qu'il faut pas y avoir du racisme, c'est faux. On a vu depuis 2006, il y avait une polémique sur le racisme anti-blanc à cette époque, à l'occasion des fameuses manifs première embauche, il y avait eu des actes de raquettes dirigés contre les manifestants, très souvent français de souche, et on voit des scènes, les téléphones sont enlevés, sont fracassés par terre, il y a plusieurs journalistes qui ont témoigné de ces scènes-là, et c'était vraiment ce que certains ont appelé à l'époque des blanchonnades organisées. Et donc voilà, je pense que la fracture ethnique est ce que vivent de plus en plus fortement dans leur cœur les jeunes. Ils se sentent étrangers dans leur propre pays, citoyens de seconde zone. Je pense que ça fait partie vraiment des fléaux les plus graves que l'on ait à affronter. Par ailleurs, il y a un déclassement social très fort, une précarité extrême, avec 25% de chômage chez les jeunes Français. C'est un record en Europe. Difficulté d'accéder au logement. Sur les 80% de 18-30 ans qui vivent seuls, puisque 20% ont décidé de rester chez leurs parents, les 80% sur 80% qui vivent seuls, un quart a déjà été contraint de renoncer à son alimentation ou à des soins de santé pour pouvoir payer son loyer, les charges, etc. Si vous ajoutez à cela la difficulté de plus en plus grande de trouver un CDI à la sortie d'un cursus universitaire un peu conséquent et autres, on voit bien que la jeunesse est aujourd'hui la 4e roue du carrosse occidental. Et c'est d'autant plus paradoxal qu'on nous vend toute la journée les valeurs de la jeunesse et de telle manière qu'en réaction, beaucoup d'auteurs, de journalistes plutôt classés à droite comme Éric Zemmour, Régis Debray nous disent mais c'est le jeunisme, c'est étouffant. Les vieux, on a l'impression qu'on est négligeable, c'est le triomphe des jeunes. Mais je crois pas, au contraire, puisque en fait concrètement la situation des jeunes elle est celle-ci. On est pris en étau entre cette précarité extrême, cette situation particulièrement difficile d'être des étrangers dans notre propre pays, et en même temps, on nous vend toute la journée l'idée que mais il faut faire plein de choses, il faut faire des choix, il faut faire des aventures, il faut partir en voyage, il faut s'installer à l'étranger, mais tout cela est impossible, c'est un rêve qui est inaccessible. Donc le jeunisme, il ne se fait pas au profit des jeunes, c'est une idéologie anti-jeuniste, mais je crois qu'on aura le temps de développer ce point-là un peu plus tard. Il est intéressant sur cette question précise du jeunisme, qui est en fait intrinsèquement lié à la génération 68, de voir que ce jeunisme perdure, mais qui s'accompagne aussi d'une certaine mutation. Parce qu'on voit aujourd'hui la mise en valeur dans certains magazines, dont je vois la devanture dans certains kiosques, le fait d'assumer sa vieillesse. Par exemple, je pourrais décliner concrètement, mais donc la promotion de la jeunesse, donc de cette génération conquérante, c'est poursuivi non pas dans une promotion de la jeunesse, mais dans une promotion de cette même génération. Je pense en effet que le jeunisme
c'est pas l'exaltation de la jeunesse, c'est une forme d'égoïsme générationnel. C'est une forme plus précisément de narcissisme générationnel. Et c'est vrai que sur les façades des kiosques, on voit ce genre d'appel à assumer notre jeunesse, à assumer la vieillesse, parce que évidemment les seniors qu'on appelle aujourd'hui, parce que ça a un nom, comme toutes les tribus de consommateurs, les seniors en sont une, la Silver Generation. Finalement, on leur dit pas d'assumer leur vieillesse, on leur dit, et c'est là qui est pervers, c'est là que la société de consommation a un discours particulièrement pervers, c'est qu'on leur dit refusez d'être des aînés, d'être des anciens, puisque vous n'êtes pas vieux, puisque la jeunesse n'est qu'un état d'esprit, donc la jeunesse peut durer infiniment. Il y a une espèce de rêve d'immortalité qui correspond, enfin qui est vraiment le signe de la décadence de l'Occident, puisque c'est le rêve de Prométhée, c'est-à-dire c'est un rêve prométhéen du nom de ce titan dans la mythologie grecque qui dérobe le feu aux dieux pour l'apporter aux hommes, c'est-à-dire que c'est une métaphore de la démesure. On est vraiment dans la démesure. Et on voit des vieux qui se ridiculisent. Je prends souvent 2 exemples qui m'ont beaucoup marqué. Celui de cette héritière richissime qui, il y a quelques années, a fait scandale, ou pas, en posant nue pour le calendrier Pirelli, je crois. Elle a un peu plus de 70 ans. Il y en a une autre de 70 ans qui est DJ à Londres et qui s'habille comme une gamine de 15 ans. Ces vieux-là se ridiculisent. Ils n'assument pas leur vieillesse, ils la nient. Et l'idéologie jeuniste, qui est le carburant de la société de consommation, les oblige à nier leur rôle de vieux. Comme ça, ils ont leur condition biologique, leur âge, pour nier, pour qu'ils ne puissent pas accomplir leur rôle d'ancien, c'est-à-dire transmettre quelque chose aux plus jeunes. C'est là où le jeunisme est une idéologie perverse, parce que d'une part, elle interdit la transmission, parce que c'est une idéologie anti-âge. C'est l'idéologie qui dit donc à nos aînés qu'ils ne sont pas vieux, ils peuvent durer éternellement, donc ils peuvent rester des enfants, se comporter comme des enfants pourri gâtés, jouisseurs, c'est pas grave. Et en même temps, cette idéologie interdit aux jeunes de devenir des adultes, en faisant de la jeunesse un absolu, en tout cas en faisant de la jeunesse, selon une vision assez fantasmée, un absolu. Donc cette idéologie interdit la transmission, et elle paralyse la transition que constitue la jeunesse. Parce que la jeunesse est pour moi pas une finalité, mais un moyen, une étape de notre vie où on a toutes les forces possibles pour mener le combat pour notre pays. Et donc c'est l'idéologie de la société de consommation qui a pour but de saper toute résistance possible à son pouvoir. Et c'est vrai que quand on a devant soi un peuple de névrosés, qui n'assument pas leur âge, qui ne s'assument pas eux-mêmes, qui ne s'aiment pas, et qui donc vont chercher dans toutes sortes d'objets de consommation et de plaisir artificiel des occasions, des moyens de salut, des moyens de remplir ce vide, eh bien, avec une telle masse de consommateurs, la société libérale se porte extrêmement bien. Donc le jeunisme n'est pas l'idéologie de la jeunesse, c'est l'idéologie de l'argent. C'est l'idéologie mercantile par excellence, anti-jeune et anti-ancien. Votre ouvrage n'est pas uniquement une étude sociologique, mais il y a également un projet. Alors, en écrivant ce bouquin, qu'est-ce que vous vouliez faire ? Alors, je voulais réveiller un peu les jeunes, et puis les personnes âgées aussi. Alors, je pense que pour clarifier déjà un point, je distingue bien dans mon bouquin les vieux des anciens. Je pense que ça va aider pour la compréhension de la suite de cette émission. Pour moi, les vieux, ce sont les vieux cons 68ards qui avaient un héritage entre les mains, une civilisation française qui tenait debout. En tout cas, dans les apparences, tenait encore debout. Et on sait que rien que ça fait déjà beaucoup dans les esprits. C'est-à-dire, il y avait une école qui transmettait encore le savoir, des familles solides, qui n'éclataient pas à la moindre difficulté dans le couple. Il y avait le respect du drapeau, de monsieur le curé, etc. Il y avait une société avec des verticalités, des repères, des frontières et toutes sortes de choses qui nous permettaient de devenir des adultes épanouis. Alors, une société qui était peut-être vue comme hypocrite, mais malgré tout, le fait que des repères existent, ce que vous disiez en introduisant ce propos, est fondamental, même si on les transgresse allègrement. Le fait que les repères existent change absolument tout dans le fait de pouvoir se construire et dans le fait de savoir qui on est et où on va. Tout à fait, tout à fait. C'est intéressant parce que souvent on dit oui, alors ok, cette société elle tenait debout, mais elle était hypocrite parce que ok, on divorçait pas, mais on allait voir des prostituées, etc. Et comme s'il n'y avait pas de misère affective aujourd'hui, comme si elle n'était pas beaucoup plus grande qu'il y a 50 ans. Donc il faut arrêter ce discours-là. Évidemment que tout modèle social est imparfait. Quel scoop! Évidemment qu'il y a des ratés, évidemment qu'il y a des échecs, mais il y a des modèles sociaux qui durent plus ou moins longtemps, qui produisent surtout des effets positifs au regard des grandes figures humaines qui émergent de cette période de l'histoire, et puis d'autres
d'où n'émerge absolument rien, hein, si ce n'est des cafards, des vampires, des parasites, suceurs de sang, comme une grande majorité, à mon avis, de la classe politique et médiatique française. Donc voilà, il y a les vieux, et puis il y a les anciens. Les anciens, ce sont ceux qui ont transmis une flamme, une mémoire, une histoire, pas forcément par des grands discours, mais par une attitude, des exemples de comportements quotidiens dans la vie de tous les jours, voilà, avec ses enfants. Bref, la décence commune, comme dirait George Orwell, des gens simples. Voilà, ça pour moi, ce sont les anciens, et donc je ne mélange pas tout. Je ne fais pas une déclaration anti-personnes âgées, contre nos aînés. Voilà, je distingue bien les vieux et les anciens. Et donc, pour reprendre le fil de votre question, ce bouquin a été écrit pour nos aînés, pour les anciens comme pour les vieux. Je veux aussi réveiller les vieux avec ce livre, et ce livre s'adresse à tous. C'est un cri d'alarme. Un cri d'alarme de la jeunesse qui n'est jamais entendue, qui est toujours niée, qui est toujours occultée. Cette jeunesse blanche dont je parle depuis le début. Et je voulais dire à cette jeunesse, n'allez pas croire que la minorité de gauchistes crasseux constitue la majorité de votre classe d'âge. C'est faux. C'est une minorité bruyante qui, à mon avis, vit vraiment c'est vraiment les derniers feux quoi, de cette jeunesse gauchiste. Quand on chantait il y a 20 ans, la jeunesse emmerde le Front National, ce n'est plus vrai. Aujourd'hui, il y a un jeune sur deux qui se dit prêt à voter pour Marine Le Pen. Et à chaque échéance électorale, Marine Le Pen fait le plus gros score chez qui ? Chez les 18-30 ans. Donc la jeunesse est massivement passée à droite, elle est même passée au Front National, et par ailleurs, j'aimerais citer un chiffre qui est assez éclairant. Alors c'était au lendemain du second tour de l'élection présidentielle de 2002, Jean-Marie Le Pen arrive au second tour, c'est le fameux 21 avril, le séisme du 21 avril, jour de deuil pour beaucoup d'imbéciles. Et on aurait, selon la police et les médias, 1 million de jeunes dans la rue. Alors c'est les chiffres de la police et des médias, donc c'est certainement un peu grossi, mais ça traduit une réalité. Au lendemain des résultats des élections européennes, victoire du Front National, le jeudi de l'Ascension, des manifestations sont organisées un peu partout. Il y a seulement 10 000 jeunes qui se déplacent. Alors, là encore, selon les chiffres des journalistes et des médias. Donc peut-être qu'il y en avait 8 000, 9 000, 7 000, je ne sais pas. Donc voilà, aujourd'hui, la jeunesse, c'est pas la jeunesse gauchiste, c'est pas la jeunesse droguée, c'est pas la jeunesse racaille qu'on voit à la télé. La jeunesse, elle se réveille de plus en plus. Et donc il faut entendre cette colère, il faut surtout la comprendre d'où elle vient, à quoi elle peut mener. Et donc ce livre, c'est évidemment une étude de l'état de la jeunesse, mais c'est aussi pour moi un antidote au défaitisme, un antidote au désespoir. Je l'ai vraiment écrit comme ça. C'est pas tant une étude sociologique en effet qu'un manifeste. La jeunesse au pouvoir, c'est donc un manifeste. Que voudriez-vous qu'un jeune lecteur retienne de ce livre ? J'aimerais qu'on retienne d'abord, qu'on soit acquis au constat de bon sens que j'essaye de faire sur la jeunesse. Déjà, j'aimerais convaincre, évidemment, c'est le but d'un ouvrage. Vous convaincre sur l'état de la jeunesse actuelle. Je donne beaucoup de résultats d'enquête, d'études. J'ai fait un gros travail vraiment de recherche dans tous les domaines, sur les relations amoureuses, sur le rapport à l'autorité, où on apprend par exemple que 87% des jeunes considèrent que l'autorité est une valeur positive, que près de 80% d'entre eux attribuent l'échec de leurs parents à faire preuve d'autorité à la libéralisation des mœurs. C'est quand même des chiffres intéressants, c'est pas 51%, c'est 80% des jeunes qui donc font le constat que le modèle libertaire, le modèle 68 art de la famille, qui n'est donc plus une famille, mais une addition d'égoïsme, est un échec. 90% des jeunes qui pensent que la finance dirige le monde politique. On dit souvent que les jeunes sont dépolitisés. C'est pas vrai, ils ont tout compris. Et c'est pour ça qu'ils sont dégoûtés. C'est pour ça qu'ils s'engagent peut-être moins que leurs parents. Donc il ne faut pas juger trop sévèrement cette jeunesse. Moi, ce que j'ai voulu vraiment écrire, c'est un portrait de ce que j'estime être la jeunesse de France aujourd'hui. Et puis surtout, lui donner la parole. Lui donner la parole en mettant des mots sur ses inquiétudes, son désespoir, sur ses souffrances. Mais c'est pas seulement un livre pour rassurer. Au contraire, je pense que plus que jamais, le moment est venu de s'engager. Et donc ce livre est un appel à l'engagement. Je donne des exemples historiques concrets. Je parle de la jeunesse romaine du début du 1er siècle après Jésus-Christ. Je parle de la jeunesse nationaliste basque de la fin du 19e et du début du 20e siècle, de la jeunesse Vandervogel, ces mouvements assimilés au scoutisme qui n'en sont pas tout à fait, mais plus ou moins dans le même état d'esprit, en Allemagne au début du 20e siècle, et qui ont fourni des bataillons entiers de mouvements révolutionnaires début du XXe siècle. Je parle de la jeunesse engagée dans la résistance française, le combat dans la clandestinité, les maquis dans la forêt. Donc voilà, des jeunes sont allés au bout de leur engagement, sont morts pour ça. Je crois qu'on doit prendre exemple là-dessus et méditer vraiment
ces périodes de l'histoire qui nous sont finalement assez méconnues. Par exemple, il est clair que la résistance française a joué un rôle dans la libération, ne serait-ce que par le harcèlement et donc l'état de crise nerveuse des Allemands qui avaient de plus en plus de mal à tenir un territoire volatile, vraiment prêt à exploser. Et c'est la jeunesse qui a joué le premier rôle dans le combat pour la résistance. Là-dessus, je vous renvoie à Marie Granet, si je ne me trompe pas, qui a beaucoup travaillé sur les jeunes dans la résistance. Et puis, la jeunesse au pouvoir, c'est pas seulement ressasser des souvenirs, c'est dire qu'est-ce qu'on peut faire maintenant concrètement. Et je parle donc de plusieurs champs de réflexion politique. Je parle de la question du droit de vote, je parle de la question de l'école, de la question du travail. Je donne des pistes de réflexion. Après, c'est pas un programme en 100 points, ce bouquin, c'est juste un appel au réveil. C'est quelque chose qui est stimulant, qui est motivant, en tout cas je crois. Je crois que la jeunesse est en train de se réveiller, qu'il ne faut pas désespérer, qu'il faut savoir qu'il y a 61% des jeunes, donc 6 jeunes sur 10, qui se disent prêts à participer à un vaste mouvement de révolte. Donc la question n'est pas pourquoi les jeunes sont apathiques, sont-ils apathiques d'ailleurs, ou c'est qui va porter cette révolte. Je lance quelques pistes dans mon livre. Julien, vous nous parlez d'engagement. Est-ce que vous pourriez nous donner une définition peut-être personnelle de l'engagement ? Je pense qu'aujourd'hui, l'engagement doit être total. C'est-à-dire qu'il y a évidemment un engagement politique à avoir, chacun d'entre nous, un engagement politique qui est bien sûr collectif. Nous devons défendre nos idées au sein de la cité, faire tomber toutes les timidités. Nous devons ne pas avoir peur d'être dans la vérité, c'est-à-dire d'être radical, d'affronter les problèmes qui se posent à nous en revenant à la racine. Je pense, suivant cette idée, que le courage est contagieux et que donc nous n'avons rien à perdre à être courageux. Et je crois qu'il faut vraiment assumer les démonstrations de force. J'appelle pas à la violence ou à attaquer qui que ce soit, mais je pense qu'il faut aujourd'hui être sur tous les champs de bataille possibles et imaginables. Je crois que l'engagement politique, c'est autant l'action électorale, qui n'est qu'un moyen, qui n'est pas une fin en soi. Il faut militer avant, pendant et après les élections, mais dans la rue, au quotidien, puisque l'ennemi auquel nous faisons face, c'est, pour aller vite, on peut lui donner plein de mots, mais c'est le mondialisme, c'est-à-dire ce projet politique ou cette convergence d'intérêts médiatiques, financiers, politiques, artistiques, etc., qui est en faveur de la table rase, de la fabrication d'un homme nouveau, cette espèce de métis androgyne, hors sol, sans sexe, sans race, sans culture, sans pays, sans rien, le nomade de Jacques Attali, qui disait « Après tout, un pays, c'est un hôtel ». Je crois que l'ennemi principal aujourd'hui, c'est ça, c'est le mondialisme. Donc on doit s'enraciner. L'enracinement est la seule résistance possible au mondialisme. Donc s'enraciner dans nos conseils de quartier, dans des clubs de sport, dans la vie de nos cités. C'est donc un combat au quotidien. Il faut bâtir une contre-société pour détruire la leur. Puisque le mal est profond. Ça fait des siècles et ça fait au moins 200 ans que les républiques assassinent ce pays qui est la France. Et il faut donc opposer une révolte totale. Mais cette révolte totale doit donc aussi s'incarner à travers l'exemple personnel. Et là aussi, c'est pas la peine d'inventer évidemment, il faut innover, il faut être créatif, mais c'est pas la peine non plus d'inventer des choses ex nihilo, sorties de nulle part. Il y a dans l'histoire récente pas mal d'exemples de jeunes qui sont engagés, qui sont allés jusqu'au bout. Et j'aimerais parler notamment, mais brièvement, des Mendigochales. Ce sont les jeunes nationalistes basques de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Il faut savoir que le nationalisme basque est né en révolte face à la société industrielle. J'aimerais citer le grand poète et fondateur du nationalisme basque, Sabino Arana Guari. Il écrit « Le mal poursuit ses conquêtes sans aucun obstacle, traverse les rivières, s'étend à travers les vallées, enjambe les précipices, escalade les flancs des montagnes, et la famille basque, acculée et encerclée par cette brutale invasion, assiste à la mort de ses enfants, emportés par l'immonde tourbillon. Seul demeure à l'écart de ce naufrage général le sommet de ses plus hautes montagnes, berceau de notre race. » Pour Sabino Arana Guari, ce mal, c'était l'industrialisation massive avec la prolétarisation des Basques, cet exode du monde rural vers les cités dortoirs grises et mornes, bercées par la fumée des usines. Le mal, c'était aussi le centralisme de Madrid qui menaçait de plus en plus les libertés locales. Ce mal, pour Sabino Arana Guari, c'était le socialisme, c'était la laïcité, c'était le métissage. Déjà à l'époque, c'est très intéressant. En basque, on appelle ceux qui sont partisans du métissage les maquetophilos.
Maquetos, en basque, ça veut dire métèque. Donc, pour Sabino Aranaguari, la réponse à ce mal, c'était le réenracinement à travers notamment un contact plus fort avec la nature. Alors, il n'était pas question d'écologie profonde, de se fusionner avec la nature, mais simplement de retrouver la culture de nos anciens qui s'étaient réfugiés bien souvent dans la campagne. Et donc, il a fondé ce mouvement nationaliste dont les Mendigo Chales ont été l'une des expressions. Et que faisaient les Mendigo Chales? Ils se réenracinaient, ils distribuaient des tracts, ils étaient actifs dans les villes, dans les universités, parfois ils faisaient le coup de poing avec les gauchistes, mais aussi ils allaient à la campagne, ils allaient dans les montagnes, ils allaient se ressourcer, ils allaient rencontrer les populations, ils menaient un combat aussi rural, et ils avaient pour vocation d'être ce qu'ils appelaient les soldats de l'idéal. Et ils écrivent dans le journal Mendigo Chale: soyez prêts, Mendigo Chales, et si cela s'avère indispensable, partons au front. Nous, les Mendigo Chales, qui allons mourir, nous vous saluons et nous invitons tous les patriotes à mourir. Offrir notre vie à la patrie est un devoir qui concerne tous les soldats de l'armée basque. Donc il y avait vraiment, vous voyez, une vision de l'engagement qui était totale, qui était véritablement révolutionnaire, d'offrir sa vie vraiment comme un sacrifice. C'était un esprit d'abnégation qui animait les Mendigo Chales. Ils se vouaient totalement à la lutte. Et donc, ils essayaient d'adopter un mode de vie le plus sain possible, d'incarner une autre jeunesse à rebours d'une modernité qu'ils jugeaient décadente. Et finalement, on voit qu'aujourd'hui, nous sommes dans la même situation. On doit imposer, à mon avis, un modèle de jeunesse différent, et ça passe par l'exemplarité quotidienne. Et donc, on apprend en lisant les publications des Mendigo Chales que le jeune Mendigo Chales, qui se met au service de sa patrie, doit être un modèle de bonne vie. Le Mendigo Chale ne boit pas. Le journal précise dans la mesure du possible, même une relative liberté. Il se nourrit frugalement, il ne connaît pas l'insulte, il pratique la danse, il parle la langue basque, il est de bonne humeur en permanence, mais, précisent les Mendigo Chales, cette bonne humeur ne s'exprime pas par des cris intempestifs ni par des chants dissonants. Donc c'est marrant, il y avait vraiment une volonté de maîtrise de soi qui est très intéressante et qui, à mon avis, constitue vraiment un exemple très intéressant. Et donc voilà, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de mener un combat politique qui s'inscrit dans une certaine actualité si on n'a pas une vie privée qui est mise en cohérence avec cela. On ne peut pas prétendre se révolter contre le monde moderne si dans notre vie quotidienne, on ne se révolte pas, dans la mesure de ses possibilités, bien sûr, contre l'industrie agroalimentaire, contre l'industrie du loisir et toutes les merdes américaines qu'on nous impose quotidiennement. Et donc, il faut, je pense, pour refaire la France, faire des Français, refaire des Français, refaire des Européens, et donc ça passe aussi par, entre guillemets, une entrée en religion. Moi, c'est mon cas, et c'est le cas de plein de jeunes, je crois, quand on s'engage en politique, quand on est radical, on a tous ce sentiment qu'on entre en religion, c'est-à-dire qu'on entre dans quelque chose qui va nous transformer. On va pas forcément être fidèle à nos promesses initiales, on va pas forcément être 100% fidèle à l'image de la personne qu'on aurait aimé être, mais on va essayer de coller à un modèle. C'est ça, une entrée en religion. Et les Mendigo Chales, ont vraiment incarné cette entrée en religion. Pour la plupart, ils étaient catholiques, le nationalisme basque était catholique, donc il ne s'agit pas d'inventer une religion artificielle de la nature, pas du tout. Mais il y avait vraiment un véritable idéalisme. Et pour finir, j'aimerais citer un extrait de leur journal qui résume assez bien leur état d'esprit. « La splendide nature vous sourit, et l'arôme parfumé de la montagne provoque en vous un profond bien-être. Un ruisseau argenté, l'ombre accueillante d'un arbre, et vous vous préparez à manger, après avoir achevé la distribution des tracts. Le soleil se couche, les derniers rayons embrassent respectueusement les pics des montagnes de l'Euskadi, le Pays basque, en vous adressant à un au revoir chargé d'espérance, un à très bientôt, et, débordant de jeunesse, vous prenez le chemin du retour. Une grande joie vous envahit parce que vous êtes devenu le digne fils de l'Euskadi. » Merci Julien pour ce bel exemple historique. Je me permets une précision pour que les auditeurs ne croient pas qu'Orage d'Acier soutiendrait les différents séparatismes régionaux. Notre horizon et notre idéal politique est bel et bien la nation, dont font évidemment partie intégrante les différentes identités locales, régionales, enracinées. Chers auditeurs, nous nous retrouvons après la pause musicale.
Chers auditeurs, nous venons d'entendre Royaume de jeunesse du groupe Molodoy. Julien, vous parliez avant la pause musicale des différentes pistes que vous avancez, parmi lesquelles la question du droit de vote. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ? Tout à fait. Je parle du droit de vote dès 16 ans. Alors, ça peut surprendre dans les milieux de droite, mais ce qu'on observe, c'est que les plus jeunes, parce qu'ils sont plus confrontés à l'immigration et à l'échec de la société multiculturelle, plébiscitent les idées identitaires et les partis qui portent ces idées. Les partis anti-immigration, les partis populistes opposés à la mondialisation. On voit par exemple qu'en Grèce, le parti nationaliste Obdoré a fait un carton en 2012 aux élections législatives chez les 16-18 ans. Même constat en Autriche depuis 2008 avec la légalisation du droit de vote dès 16 ans et le succès du FPE et du BZ2, le bloc, les deux formations populistes autrichiennes qui arrivent en premier, comme le FN d'ailleurs en France, au sein des jeunes. On voit qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus, notamment une étude de l'Institut britannique Demos en 2011, intitulée « Le populisme numérique ». Et c'est intéressant parce qu'ils essayent de trouver qui se cache derrière chaque like sur une page Facebook. Par exemple, page Facebook de l'émission Orage d'Acier, page Facebook de tel groupe, mouvement identitaire, politique, Front National, etc. Et on se rend compte que 75% des likes sur cette galaxie identitaire européenne sont des jeunes de moins de 30 ans. Donc il y a clairement une vague identitaire au sein des jeunes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que je pense que le droit de vote dès 16 ans pourrait traduire encore plus fortement cette vague identitaire. Alors on va me dire, oui, très bien, mais bon, en même temps, quand on travaille pas, est-ce qu'on a vraiment la maturité suffisante pour voter ? Très bien, mais alors pourquoi on laisse les chômeurs et les retraités voter ? Parce que si on est dans une conception purement méritocratique du vote, une conception bourgeoise du 19e siècle, laissons voter uniquement ceux qui ont l'argent. Moi, je ne pense pas que le droit de vote puisse être accordé uniquement en fonction de la maturité politique des gens, puisque des gens matures politiquement, il n'y en a pas des masses, puisqu'on est complètement lobotomisé toute la journée par la propagande qu'on subit à la télévision de partout, etc. Mais
Les jeunes, parce qu'ils subissent frontalement l'immigration, et à mon avis, c'est le sujet majeur, l'enjeu identitaire, et le défi majeur que la France et l'Europe doivent relever dans le siècle en cours. Je crois que le droit de vote à 16 ans permettrait vraiment de traduire cette réalité-là. Alors, il y a toujours des arguments comme ça, un peu idiots, qu'on nous balance, sauf qu'on oublie qu'à 16 ans, on peut assumer des responsabilités, on peut travailler, donc on peut commencer à conduire. Donc je sais pas, est-ce qu'un jeune de 16 ans qui travaille, qui est apprenti boucher, il est moins mature politiquement qu'un prof qui va voter pour François Hollande? Bon, j'en suis pas convaincu. Est-ce que, du coup, si je suis la logique habituelle, il serait plus mature même qu'un chômeur ou qu'un retraité. Donc pourquoi on n'interdirait pas le droit de vote aux retraités? Après tout, les retraités, c'est un tiers de l'électorat. Ils votent systématiquement PS ou UMP, aujourd'hui les Républicains. Ils votent toujours pour ceux qui, à leurs yeux, ont la légitimité, c'est-à-dire ont l'expérience des combines, des magouilles, qui sont là depuis 40 ans, qui ont mis la France dans la merde, excusez-moi. Et puis, ils hypothèquent complètement notre avenir. Donc voilà, est-ce que ça, c'est une preuve de maturité politique? Je crois pas. Donc, qu'on soit clair, je pense pas que le droit de vote à 7 ans va régler tous les problèmes de la France, mais je pense que ça permettrait de faire un peu bouger les lignes de fracture au sein du monde politique. Je pense que c'est toujours très surprenant de voir des gens, entre guillemets, de droite dans le bon sens du terme. Je pense à la droite radicale, défendre ce genre de propositions. Ça permet de remettre le sujet de la vague identitaire qui traverse la jeunesse sur la table et de montrer que nous sommes ceux qui avons donc la légitimité, parce que si nous incarnons ces idées-là et qu'elles sont majoritaires chez les jeunes, ça veut dire que l'avenir nous appartient. Et je pense que dans la guerre politique qu'on doit mener au système, il faut aussi prendre ce système à contre-pied sur tous les sujets où il ne nous attend pas. Donc il n'y a pas seulement des raisons politiques de s'engager pour le droit de vote des 16 ans, mais je pense des raisons psychologiques particulièrement importantes. Voilà, je crois qu'on peut même, pourquoi pas, réfléchir à des mesures de limitation d'accès à la députation, d'accès au poste de sénateur. Est-ce que est-ce qu'un senior aujourd'hui, quelqu'un qui a toutes les chances il y a 50 ans de plaider en faveur de la pédophilie dans les pages du journal Libération avec ses amis, je vais pas citer de nom, est-ce que quelqu'un comme ça peut vraiment nous gouverner? Est-ce que vraiment on est encore en phase avec des générations complètement corrompues? Encore une fois, je fais pas le procès de génération entière, mais le fait est aujourd'hui qu'il y a un fossé complet entre la jeunesse et les élites politiques de ce pays. C'est ahurissant. Je pense que le droit de vote à 16 ans est un grain de sable dans les rouages du système et qu'il faut vraiment s'habituer à sortir un peu des prises de position et des conformismes de notre milieu. Ça vaut dans tous les domaines. C'est effectivement une idée à laquelle on ne s'est pas forcément fait. Et donc merci Julien de soulever cette question. Et je laisse ensuite les auditeurs y réfléchir de leur côté. C'est la souris déglinguée qui interprète partie de la jeunesse.
vous parliez en début d'émission d'exemples fameux, historiques, de soulèvement de la jeunesse, d'une jeunesse plus enracinée, plus identitaire, donc les Van der Vogel ou Les Mendigo Chales, les jeunes nationalistes basques. Merci Julien de venir à mon secours. Je voudrais que vous me parliez un peu de Patrick Pearse et d'un bel exemple justement d'éducation d'une jeunesse enracinée. Alors oui, moi j'ai été fasciné par la figure de Patrick Pearse. Je pense que c'est le maître d'école, le professeur que nous aurions tous rêvé d'avoir quand nous étions plus jeunes. Il a fondé, au début du XXe siècle, une école, enfin plutôt un collège de garçons qui s'appelait Saint-Enda. Et ce collège avait une devise qui résume vraiment tout le sens de l'éducation qui était délivrée là-bas. La force dans nos bras, la vérité sur nos lèvres et la pureté dans nos cœurs. L'objectif de Saint-Enda, c'était pas seulement de transmettre des connaissances, de produire une armée de singes savants comme l'éducation nationale sait en produire depuis 200 ans, mais de faire des hommes. Pour refaire l'Irlande, disait Patrick Pearse, il faut refaire des Irlandais. La dimension identitaire était au cœur de l'éducation délivrée à Saint-Enda. Alors j'aimerais citer évidemment Patrick Pearse qui parle le mieux de l'aventure de Saint-Enda. Il explique que c'était une aventure éducative. Il explique aussi que l'objectif de Saint-Enda, c'était de retrouver la tradition chevaleresque irlandaise. Il considérait que l'objectif de Saint-Enda n'était pas seulement de transmettre un contenu pédagogique, mais, je cite, de préparer les Irlandais à la guerre de libération nationale. C'est pour préparer les Irlandais à cette guerre qu'à Saint-Enda, leurs fils apprennent l'histoire nationale et la langue nationale. Donc concrètement, l'objectif, c'était de faire du collège Saint-Enda le tremplin vers la Révolution qui allait libérer l'Irlande, vous le savez, occupée par les Britanniques encore au début du XXe siècle. Alors vous allez me dire, oui très bien, mais alors quelle est la différence finalement avec l'école de Najat Vallaud-Belkacem ou une autre où on transmet une idéologie, où on utilise les enfants dans un but politique? La différence, c'est que Patrick Pearse développer une éducation qui était patriotique, qui était conforme à la nature des enfants. C'était pas l'idéologie de la table rase, pardon. La table rase du passé, il n'y avait aucune volonté de fabriquer un homme nouveau, mais de retrouver une culture ancienne, une tradition, comme c'est le cas dans certaines écoles libres, hors contrat en France par ailleurs. L'école de Saint-Enda, c'était une école qui s'inspirait du scoutisme. Il faut savoir qu'à Saint-Enda, on apprenait les littératures et l'histoire de l'Irlande, on arpentait les montagnes l'après-midi, on pêchait parfois au bord du lac Connemara, on allait dans les campagnes. C'était une école aussi par immersion dans la langue gaélique, vous savez, le parler historique de la nation irlandaise. Donc c'était pas une école idéologique, c'était une école de l'enracinement. Et l'objectif de Patrick Pearse, c'était de faire une élite d'Irlandais capable de sauver son pays. Donc finalement, ça n'avait rien d'idéologique, le but était très noble, c'était de faire des hommes accomplis, de faire des citoyens. Et il écrit: nous aurons atteint notre but si le plus humble de ceux qui sont passés par ce collège conserve dans sa mémoire le souvenir d'une résolution qu'il y a prise un jour et à laquelle il ne voudra pas faillir. Donc le collège Saint-Enda, c'était tout simplement l'instruction, l'école du respect de la parole donnée, de toutes les valeurs aristocratiques européennes. Ça n'a absolument rien d'idéologique. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il avait une vision de l'éducation qui n'était pas purement machiniste. On ne cherchait pas à faire gober de force des œuvres comme ça d'un bloc aux enfants, des contenus pédagogiques un peu artificiels, une vision un peu mathématique, comme vous savez, on a tous appris à disséquer des poèmes à l'école comme on dissèque des grenouilles en Sciences et Vie de la Terre. C'est-à-dire avec un regard très froid, très rationaliste, mais il est rare que l'on ait appris vraiment les valeurs, les vertus qui sont vantées par ces grandes œuvres. Et parfois ces grandes œuvres, je pense à l'Iliade et l'Odyssée ou à la chanson de Roland, etc., on ne les apprend même plus à l'école. Pour Patrick Pearse, ces œuvres avaient une valeur éducative et il ne se contentait pas donc de les faire apprendre par cœur, mais il voulait vraiment en tirer la substantifique moelle et transmettre ce qui était au cœur de ces œuvres parce qu'elles exprimaient vraiment l'âme de l'Irlande et l'âme de l'Europe. Et donc il écrit: un conte héroïque est plus important comme facteur d'éducation qu'un théorème d'Euclide. L'histoire de Jeanne d'Arc ou du jeune Napoléon signifie plus pour ses garçons et ses filles que l'ensemble des mathématiques contenues dans tous les manuels du monde. Ce que nous voulons plus que tout, ce que l'Irlande souhaite plus que tous les autres pays actuels,
c'est la renaissance d'un esprit héroïque. Et tous les efforts de Patrick Pearse et tous les efforts de cette école étaient dirigés vers la renaissance de cet esprit héroïque. Et pas seulement un esprit héroïque extérieur, porté vers une révolution politique, mais un effort héroïque intérieur. Pearse est partisan, je le cite à nouveau, de prêcher hardiment la foi antique, que la lutte est la seule chose noble qui soit, et que seul est en paix avec Dieu celui qui est en guerre avec les puissances du mal. Donc, vous comprenez bien que ça aura un impact fort sur la société irlandaise, et donc il faut savoir que beaucoup de collégiens de Saint-Enda sont allés combattre aux côtés de Patrick Pearse sur les barricades de Dublin en 1916, l'insurrection de Pâques contre l'occupation britannique, et sont allés mourir aux côtés de Patrick Pearse, comme d'autres ont rejoint Michael Collins et la révolution irlandaise qui mènera à l'indépendance 6 ans plus tard. Donc, je crois que ça, c'est un exemple vraiment exaltant. C'est un exemple très intéressant parce que dans le grand débat scolaire aujourd'hui, entre d'une part les gauchistes libertaires qui veulent nous imposer tout leur délire, tous les savants fous de l'éducation nationale qui veulent nous imposer toutes les manipulations sur la théorie du genre, et d'autre part, à droite, les Éric Zemmour et Natacha Polony qui font des analyses très, très justes, très lucides sur le constat, mais qui ont tendance à simplement être dans une posture de réaction. C'était mieux avant, forcément, parce que c'était ordonné, parce qu'on se levait quand un adulte rentrait dans la salle, parce qu'on était bien habillé, parce qu'il y avait l'uniforme. Entre ces deux positions finalement assez stériles, il y a une troisième voie qui se dégage, c'est la voie de Patrick Pearse. Et c'est pas seulement intéressant quand on s'intéresse à la question scolaire, mais c'est intéressant pour comprendre la jeunesse et l'enfance, parce que Patrick Pearse, c'était vraiment pas seulement un maître, c'était un grand frère, c'était un père, c'était aussi un chef scout, un peu pour ses élèves, et donc son aventure éducative, voilà, c'est pas seulement une aventure éducative, c'est une aventure humaine, et donc je vous invite vivement à vous plonger là-dedans. Merci Julien pour ce bel exemple qui pourrait être aussi une inspiration pour une refondation d'une vraie jeunesse française. Merci Julien. Merci à vous. Chers auditeurs, je vous parlerai aujourd'hui du Mont Saint-Michel, plus précisément de la tradition des pèlerinages d'enfants et d'adolescents vers le Mont Saint-Michel. L'abbaye du Mont Saint-Michel a été consacrée en l'an 709 par l'évêque d'Avranches, Aubert. L'archange Saint-Michel lui était apparu à 3 reprises pour lui demander la construction d'une église en son honneur, au sommet de ce que l'on appelait alors le mont Tombe. C'est en 966 que des moines bénédictins de l'abbaye de Saint-Vandril, en Normandie, s'installent au mont Saint-Michel suite à la réforme carolingienne. Chassés à la Révolution, des moines ont pu revenir en 1966 dans le cadre du millénaire monastique. Alors que la communauté ne devait rester qu'1 an sur place, pour ensuite céder entièrement la place aux touristes, un moine est resté dans l'abbaye et a obtenu les autorisations du ministère et de son supérieur pour refonder une communauté sur place. Pendant longtemps, les jeunes hommes se faisaient une obligation de se rendre au Mont Saint-Michel avant d'entrer dans l'âge adulte. On raconte aussi que 9 druidesses du mont vendaient aux marins des flèches capables de calmer les orages, seulement si elles étaient tirées par un jeune homme vierge. L'archange Saint-Michel, c'est finalement le continuateur de l'Hermès grec et du Mercure latin. Les événements qui m'intéressent aujourd'hui prennent place au XIIIe et au XIVe siècle. Un moine du Mont le raconte en 1333. Une multitude d'enfants qui se nommaient Pastoureaux vinrent au Mont de divers pays lointains. Plusieurs assuraient qu'ils avaient entendu des voix célestes qui leur disaient « Va au Mont Saint-Michel » et qu'ils avaient aussitôt obéi et s'étaient mis en chemin, laissant leurs troupeaux dans les champs et marchant vers ce mont sans dire adieu à personne. Pour mieux comprendre l'état d'esprit de ces Pastoureaux, de cette jeunesse européenne des XIIIe et XIVe siècles, quelques anecdotes. Un prêtre témoigne qu'il a essayé de raisonner ses paroissiens, en les exhortant à mûrement préparer leur pèlerinage. Mais il a finalement été pris du même désir et il est parti avec eux sur le champ. À Sourdeval, dans la Manche, c'est à 3 maçons qu'il est arrivé une mésaventure. Ils ont prétendu que ces enfants étaient enchantés par art magique ou autre sortilège, pour tomber malades aussitôt. Ou encore en 1457, dans le diocèse de Liège, un enfant de 9 ans, Nicolas Lepellier, demande à son père de se joindre à un barde qui partait pour le mont. Son père refuse et promet de l'y emmener 1 ou 2 ans plus tard. Nicolas fugue avec 3 enfants de son âge pour pèleriner vers l'Archange. Son père se lance à sa poursuite et meurt. Le petit Nicolas arrive au mont 1 mois plus tard avec un groupe de 30 pèlerins. Cette ferveur mystique touchait toute l'Europe et jusqu'à l'Allemagne. En 1455, un chroniqueur de Cologne raconte:
À cette époque, commença à se produire un grand mouvement d'enfants dévots à Saint-Michel, vers le mont Gargan en Normandie. Ce mouvement eut lieu, avec des intervalles, pendant un assez grand nombre d'années, et l'ardeur religieuse de ces jeunes enfants fut surprenante. Ils entreprirent seuls, sans y être contraints par personne, sans y être poussés par de belles promesses, un aussi long voyage, abandonnant leurs parents et leurs proches. Ils ne voulurent avoir, et n'eurent pendant tout le trajet, d'autres moyens de subsistance que ceux que leur offrait la triste mendicité. Ils arrivèrent en troupe de tous les côtés de l'Allemagne. Ils s'assemblèrent dans un ordre parfait et partirent. Il y avait des enfants de 12 ans et au-dessus. Ceux-ci chantaient certaines chansons sur les places des villes et des villages. Ceux-là s'avançaient avec une bannière sur laquelle était peinte l'image de Saint-Michel. Les plus jeunes se joignaient aux plus âgés. Ces derniers portaient les autres et les conduisaient. Ils pénétraient partout. Les gens avaient pitié d'eux et leur donnaient à manger en abondance. Nous vîmes passer ces enfants, le plus souvent avec leurs bannières. Le phénomène touche presque toutes les paroisses. Des milliers d'adolescents se retrouvent sur les routes en direction du mont Saint-Michel. En décembre 1457, ce sont près de 4000 pèlerins répartis sous 13 bannières qui traversent la bourgade de Spire en direction du mont. Les livres de comptes de nombreuses paroisses témoignent d'aumônes, certains jours pour des centaines de garçons entre 11 et 18 ans. Ces bandes spontanées de jeunes fervents qui sillonnent les routes en direction de l'Archange rappellent le scoutisme ou les Wandervogel, mais les contemporains semblent avoir plutôt pensé aux joueurs de flûte de Hamelin, histoire écrite en 1284. Les menaces d'excommunication et les exhortations sur les dangers de la route et la déshérence des maisons familiales auront finalement raison de ce départ juvéniles et joyeux. Reste un certain esprit d'une jeunesse indépendante, décidée et pleine d'idéal. Chers auditeurs d'Orage d'Acier, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et n'oubliez pas, si c'est ton premier soir, tu dois combattre. Send in the ring. I see this movie. Private, switch with me. Marvin Golddigger 1 on approach to LZ4. Roger, Golddigger 1, proceed. 200 ATM, flaring for landing. 5 seconds! Let's get to work. Go to red! Go, go, go! Move, move! Watch your fires. We are engaging combatants only. What the hell? This way, come on. I got Taliban serving us today. Shit went bad quick. Ordnance in combat, here it is. What, sir? First platoon shot to shit. You're Bravo 1 now. Roger, we're gonna advance on that hill. See what's what. You're gonna fight me. Where's the E-TAC? Right here. All right, Marley, let's go with these guys. Roger, move to higher ground. Dive into the situation. Get some cash on these assholes. Roger that. Let's not waste any more time. Come on, let's go. Music
Feu.